aller concrètement dans cette mise en œuvre de décentralisation. On ne sait toujours pas que vont devenir ces gouverneurs. Il y a quelques jours, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a mis en congé les chefs, les responsables de district. Quel est pratiquement aujourd'hui le chemin à suivre pour qu'on résolve cet épineux problème? C'est une question lancée à l'un et à l'autre. J'aimerais qu'il commence et puis vous allez peut-être... Je voudrais d'abord revenir sur la problématique de délai constitutionnel. Député national de son État, ayant été même avec nous, avec moi, à la députation de la transition où s'était discuté le projet de la constitution actuelle, Steve Mbika est censé connaître qu'en ce qui concerne le président de la République, il n'y a pas ces contraintes où, je voulais dire, le spectre qu'il veut faire brandir de l'apocalypse quant à ce. Je le réfère à l'article 70 de la Constitution. Bien sûr que le président, en fonction, fera la remise-reprise avec le président élu. Donc il ne faudra pas que quelque part, nous imaginions un autre scénario et commencions à faire de l'activisme au niveau du peuple. L'essentiel aujourd'hui, le calendrier global étant là devant nous, nous devons tout faire pour que le délai du calendrier soit respecté. Et à ce moment-là, si son initiative paye, parce que mon inquiétude à moi, c'est par rapport aux moyens. Est-ce que notre gouvernement ne trouvera pas d'autres raisons pour dire que les moyens ne sont pas suffisants pour ne pas nous emmener dans le délai, dans ces élections-là? Ben écoutez, le peuple, nous sommes intéressés à rentrer à la sanction du peuple pour nous représenter. Chérubin Okende, vous croyez vraiment, madame, que je n'ai pas d'ambition? Et pourquoi donc je voudrais qu'on glisse? Je ne souhaite pas qu'on glisse. Il faut qu'on respecte les calendriers, mais nous devons tout mettre en œuvre pour le respecter. Vous avez parlé également de la décentralisation, si vous me permettez très rapidement. La décentralisation, quelle est sa quintessence? Avec des dimensions continentales de notre pays, ensemble nous nous sommes dit, il faut que nous rapprochions davantage l'administré de ceux qui administrent, le gouvernant des gouvernés. Voilà pourquoi, avec les réalités de notre pays, nous n'avons pas voulu aller dans le fédéralisme qui allait nous emmener à exacerber certaines disparités, et notamment le tribalisme, le régionalisme, et j'en passe. Et c'est depuis 2006, la Constitution adoptée en 2006, que cette disposition constitutionnelle existe. Et qui prévoyait 36 mois seulement après... Ma foi, moi, en tant qu'opérateur de la majorité, j'avais toujours eu peur de voir cette disposition rester en veilleuse, parce que l'opposition nous reprendrait quelque part pour dire, mais écoutez, monsieur, vous avez eu le pouvoir, pourquoi vous n'avez pas respecté cette disposition? 9 ans après, quand même. Hein. 9 ans après. Donc, il faut commencer quelque part. Dans l'entretemps, nous devons cerner la problématique. Je me rappelle du temps du Premier ministre Adolphe Muzitu, nous avions eu à réfléchir avec la classe politique, bien entendu, quant à la problématique et de la rétrocession et de la mise en œuvre de la décentralisation. Les moyens reviennent de manière récurrente. Parce que j'aimerais vraiment qu'on réponde à la question, qu'est-ce qu'on va faire concrètement par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, les gouverneurs, les chefs de district qui sont maintenant allés en congé, Steve Mbika. Avant d'arriver à la décentralisation, je vais d'abord réagir un peu par rapport à la compréhension. On y arrive. À la compréhension qu'il faut faire de l'article 70 de la Constitution. Nous devons faire, le nationalisme nous pousse à faire la politique avec la bonne foi. Je ne pense pas que le Constitution puisse écrire dans la Constitution qu'un président peut dépasser son mandat de 6 mois, 1 an, 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le chef de l'État actuel, n'est-ce pas, reste en fonction jusqu'à ce qu'il aura son remplaçant? Ça veut dire quoi? Que quand on élit un nouveau chef de l'État en septembre 2016, en attendant jusqu'en décembre, le président Kabila reste en fonction jusqu'à la mise de reprise, comme ça fait aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépasser 6 mois, 1 an, c'est pas ça. Parce que là, on est dans une instabilité. On n'a pas de apocalypse. Okay. On doit être un pays de gens civilisés qui savent respecter les textes. Très bien, on va revenir. Et aussi la décentralisation. C'est une très bonne chose, parce que c'était prévu depuis la conférence nationale souveraine, où moi j'étais d'ailleurs délégué. Et la constitution de 2006 l'a aussi prévu. Curieusement, on a passé tout le temps, on n'a rien fait. Et aujourd'hui, qu'on est en
processus électoral, ça va amener encore des problèmes par rapport à des limitations. Vous ne pensez pas que finalement le temps est arrivé pour qu'on mette en œuvre cette décentralisation? Diriger, c'est prévoir. À mon sens, on pouvait y aller progressivement. Même maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'on le fasse. Mais au lieu de faire tout dans le pays au même moment, on pouvait y aller progressivement. Prendre une province après une autre et continuer. Et le moment pour moi n'est pas propice par rapport au processus électoral. Il y a certains qui ne veulent pas appartenir à telle province. Il y a prendre de délimitation de territoire, de province, d'identité électorale et tout ce que vous voulez. Ça peut créer un peu de tension à la base. C'est ça ma crainte. Mais sinon, je suis d'avis qu'on doit le faire, que ça n'a que trop traîné. Steve Bika, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit quelque part une politique à double vitesse? On va y aller progressivement. Je prends un exemple, on prend Kinshasa, on met en œuvre la décentralisation, on prend la province du Katanga aujourd'hui découpée en 4. Bon, finalement, il y a 4 nouveaux gouverneurs. Entre-temps, on laisse le Kivu comme ça, avec un seul gouverneur qui doit gérer seul, une fois, toute la province. C'est différent, madame. Il faut comprendre. Oui. Ce processus de découpage a germé dans la tête des Congolais depuis Mobutu. Et c'est comme ça qu'on avait pris le Kivu comme province pilote. C'est plus concerné là-bas. Parce qu'on avait commencé par le Kivu, où on a fait le maniement sur le Kivu et Nord Kivu. Et le Nord sont restés et ça devait suivre. Donc, du côté Kivu, il n'y a plus de problème. Par rapport maintenant aux gouverneurs qui sont en place, logiquement, ils quittent. Ils quittent parce qu'il faut qu'il y ait des gouverneurs de nouvelles provinces. Mais ils quittent pour que finalement, qui gère? Non. Attendez, ils quittent. C'est très important ce que vous venez de dire. Par rapport aux gouverneurs qui sont là actuellement, ils quittent. C'est très bien. On dit aujourd'hui, tous les gouverneurs, vous quittez, vous restez chez vous, comme les responsables des districts. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Vous me permettrez, madame, de rectifier quelque chose, parce que votre émission est très suivie, surtout par le peuple. Il y a une expression que nous, politiques, nous utilisons dans le cas d'espèce, que je trouve une expression dangereuse. Il faut réorienter cela. Quand nous parlons du découpage, quelles répercussions cela a? Les gens pensent que non, on découpe le pays, nous ne sommes plus dans cette unité-là. Il faut faire très attention. Je viens du Katanga, j'ai senti ces germes-là. Oui, cette crainte. Donc, la décentralisation ici, c'est une manière d'autonomiser les responsables des entités locales dans la gestion et la prise de décision en ce qui concerne ces entités-là. Ça n'a rien à voir avec découpage du pays. Et il faudrait que nous, en tant qu'opérateurs politiques, nous insistions dans cela. Nos réserves quant à aller directement dans un fédéralisme, entre guillemets, sauvage, c'est qu'on risque de créer des sécessions au Congo. Et il faut faire très attention. En 1960, notre pays en a beaucoup souffert. Vous posez la problématique de gouverneur. Bon, mutatis mutandis, les mêmes règles vont s'appliquer. C'est que les assemblées provinciales, ceux qui ont été élus en tant que députés provinciaux de tel ou tel coin qui est devenu province, constitueront, de par ma compréhension, l'Assemblée provinciale intérimaire ici, jusqu'à ce que nous arrivions aux nouvelles élections qui éliront d'autres députés provinciaux. Et ces députés provinciaux, même intérimaires, ils auront la prérogative de désigner le nouveau gouverneur. J'ai vu quelque part au Katanga des députés d'une nouvelle province se réunir et proposer un ancien gouverneur pour qu'il devienne gouverneur de la nouvelle province. Il était libre de pouvoir décliner cette offre. Oui. Mais cela ne veut pas dire que ces députés ne désigneront pas un autre gouverneur. Il n'y aura pas, je pense, vide institutionnel. Il va falloir que nous mettions toute notre intelligence pour que cela ne exacerbe pas les fragilités de notre République, parce que le Congo... Certaines opinions pensent même qu'il faudrait, dans un premier temps, procéder à des nominations pour résoudre ce problème. On nomme momentanément des gouverneurs de ces différentes provinces en attendant les élections provinciales. Moi, je pense que ça, cela relève de la gestion du gouvernement. Je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Mais tenant compte de tout ça, comme je suis prévoyant,
j'ai proposé, je pense que M. Beminakou m'écoute, j'ai proposé une loi à l'Assemblée contre le tribalisme. Parce que, comme on va aux élections locales, avec découpage et autres, ça peut réveiller les instincts tribalistes. n'est pas d'accord avec le terme découpage. J'arrive, donc je fais cette proposition de loi pour prévenir toutes ces conséquences. De quoi parle-t-on ici? Est-ce qu'on parle de centralisation ou de découpage? En principe, on parle de découpage des provinces, qui ne veut pas dire que le pays va être divisé et tout ça. Non, non. On crée de nouvelles entités, n'est-ce pas? C'est un découpage. Décentralisation, c'est quoi? C'est le fait, même quand on n'a pas découpé les provinces, de donner assez de pouvoir et d'autonomie à des provinces, à des territoires, et jusque-là, on décentralise, n'est-ce pas, le pouvoir, au lieu que tout soit concentré au niveau, n'est-ce pas, central. Alors ici, nous parlons découpage, parce qu'il y a eu découpage des provinces pour créer de nouvelles provinces. Je pense que ça doit être tout à fait clair. Donc, la décentralisation, on peut le faire à tout moment. Et même dans ces nouvelles provinces, on doit décentraliser le pouvoir. C'est la décentralisation jusqu'au niveau de la base, en fait. Donc, il n'y a pas de danger quant à ce découpage. Il n'y a pas d'amalgame possible. Quelques problèmes par rapport aux appartenances. Parce qu'il faut le vouloir vivre ensemble. Aujourd'hui, je prends les gens de Ngandangika au Kassai oriental, qu'on a annexé à la pointe de l'Omami. Ils ne sont pas contents. Sur le plan d'abord de leurs habitudes, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, ils se sentent plus proches du Kassai oriental. Alors, ces gens-là, ils n'auront pas un sentiment d'appartenance à cette province. C'est qu'il faut résoudre. Donc il ne faut pas laisser des points pareils pendants pour créer des tensions dans le pays. Nous, dans la nouvelle classe politique et sociale, MCPS, on est pour la paix. Notre pays a un grand retard. Même si je vois Matata très content de sa gestion, aujourd'hui l'RDC est dernier pays en termes de PIB par habitant. Entre-temps, il s'est dit content parce qu'il y a une croissance. J'aimerais que vous répondiez à ma question par rapport à aujourd'hui. Les gouverneurs, qu'est-ce qu'on va en faire? Non, les gouverneurs... C'est important qu'ils sachent finalement comment ça va être géré. D'ailleurs, moi je pense qu'on ne doit pas continuer à donner autant de pouvoir aux députés hors mandat. Ils vont élire ces gouverneurs pour un mandat de combien de temps? Moi je crois, à mon humble avis, que même si on nommait, ça ne froisserait pas. Le temps qu'on puisse élire de nouveaux députés provinciaux. Et c'est pour bientôt. Et c'est pour bientôt d'ailleurs, l'élection des députés provinciaux. Si je me l'avais selon le calendrier oui, c'est pour bientôt. Et ceux-là qui seront élus vont venir élire le nouveau gouverneur. Mais si eux vont élire le gouverneur intérimaire, ben c'est tant mieux. Moi, ce n'est pas une question des vieux ou des morts. Alors, on va prendre vos réactions, vos dernières réactions par rapport à ce sujet. On va passer pour les quelques minutes qui nous restent à notre dernier sujet de l'actualité de ce soir. Sur la question donc calendrier électoral et loi de programmation, chez Robin Okende, Steve Mikaï, votre dernier mot. Je commence par là, on termine et puis on passe à l'autre sujet. Par rapport au calendrier, moi je voudrais qu'on évite de se déchirer là où il n'y a même pas à se déchirer. Donc on peut s'asseoir autour d'une table pour que chacun donne ses inquiétudes, qu'on les apaise. Et là on aura une élection apaisée. Et ce n'est pas question d'après moi, de majorité, opposition. Non, nous sommes tous concurrents aux élections. On veut que cela se passe dans les normes classiques. En attendant, et par rapport, est prêt à devenir gouverneur quelque part en attendant. Je deviendrai gouverneur si je suis élu par les députés et quand j'aurai députés provinciaux. Je ne veux pas être élu par député sans mandat. Ça, c'est un peu illégitime, ça. Voilà. Cher Robin Okende, sur la même question. Je suis très content que Steve Mikaï m'ait rejoint. Le souhait était par rapport au processus électoral que nous évitions avec responsabilité la politique de la chaise vide. Donc, je crois que c'est beaucoup plus responsable, surtout à nos compatriotes de l'opposition, de se mettre au pas, d'entrer dans le processus et à ce moment-là, tout le monde, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle, tout le monde va participer à ce processus et on ne va pas préméditer la contestation des élections. Je crois que c'est positif. Je crois aujourd'hui que mon ami Mikaï a des difficultés pour comprendre certaines notions que je suis en train d'échanger avec lui. Par rapport au découpage, j'ai insisté plus sur la notion, l'impact pédagogique.
Sur le terrain, il y a des gens qui risquent de très mal comprendre ce découpage. C'est une nette sensibilisation et explication peut-être. Il faut bien, parce qu'il y a le danger. Et lui-même, en avançant dans son raisonnement, lorsqu'il a pris les exemples de Ngandajika et consorts, le vouloir vivre ensemble ou le vouloir vivre collectif, c'est ce qui risque de faire de faux. Les gens vont croire qu'avec leurs compatriotes, avec lesquels ils partageaient la même province anciennement, il n'y a plus de vouloir vivre ensemble, il n'y a plus de... Alors, c'est ça le danger qui mine notre processus. Qui mine notre processus. On parle de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO, s'il vous plaît. Renouvellement ou non du mandat de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité devra se prononcer ce jeudi, donc c'est prononcé ce jeudi. Aujourd'hui, nous savons que le gouvernement congolais voudrait le départ progressif quand même des éléments de la MONUSCO. La MONUSCO veut, elle, renouveler son mandat en République démocratique du Congo parce qu'elle estime qu'elle a encore du travail dans les zones troubles. Steve Mikai, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par dire l'élégance politique, mais pour moi, à ne pas employer des propos assez dégradants pour mon interlocuteur. Et c'est ça. Je ne l'ai pas fait, Steve. Si ça a éveillé tes susceptibilité. C'est moi qui ai la parole. Il ne faut pas m'imputer les propos dégradants vis-à-vis de toi. Mon traducteur vous dise que j'ai du mal à comprendre cette notion, alors que c'est moi qui ai expliqué ça. À le comprendre peut-être. Alors c'est moi qui ai expliqué le sens vrai de la décentralisation. Ceux qui nous suivent vont juger. D'accord. Alors par rapport au départ de la MONUSCO, d'abord, en tant que courant nationaliste, la NCPS estime que la sécurité de notre pays et l'intégrité territoriale doivent être défendues par les forces armées congolaises. Nous sommes vraiment très choqués de voir que on veut tout de l'extérieur, notamment la personne du pays. Mais en attendant, pour le moment, nous estimons que la MONUSCO est encore nécessaire parce qu'elle contribue même matériellement au processus électoral. Mais qu'on puisse réduire l'effectif, moi ça ne me gêne pas. Tout simplement, je préfère que son départ définitif intervienne quand il y aura élection terminée, parce qu'il y a aussi le problème de l'élection des droits de l'homme que nous dénonçons ici. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'opposants qui sont arrêtés, qui sont en prison pour des raisons politiques. Certains, quand ils sont traqués, ils vont se réfugier à la MONUSCO. Rien que pour ces raisons liées aux droits de l'homme, nous pensons que c'est encore nécessaire. Mais ce n'est pas une fierté pour nous que les militaires étrangers, nous les nationalistes, viennent mourir pour nous les Congolais. Nous ne sommes pas d'accord. Si les FRDC sont capables, seuls, de ramener la paix, défendre notre pays, eh bien, c'est à mieux. C'est à mieux. Donc, je ne vois aucun problème. Il faudrait que la MONUSCO et le gouvernement s'entendent sur ces départs progressifs, mais qui ne peut aboutir qu'après les élections. Mais pas de prolongement de mandat. Bon, pour quelle fin? Parce que nous aurons ici un gouvernement élu, un chef de l'État. On doit s'organiser. Donc la République démocratique du Congo aujourd'hui estime que son armée est suffisamment responsable et capable de se prendre en charge. Vous me permettrez, madame, je ne pourrais pas laisser mon ami Mbikai partir avec une arrière-pensée de dénigrement de ma part. Non, je ne peux pas le faire. Et il le sait. Donc s'il a mal compris mon expression, c'est mal me comprendre dans ce que j'avais dit. Je crois que les donc, je pense on a lavé le linge sale. Je pense que c'est essentiel, Steve. Donc je crois que l'élégance politique, plus que moi, je pense que c'est... Ça peut... Et alors, quid de la MONUSCO? Ce qui semble suspect, c'est cet acharnement de la MONUSCO. Lorsqu'un État qui a invité estime que non, aujourd'hui j'ai des capacités de me prendre en charge, d'assumer mes responsabilités, on se greffe. Quel est le bilan de la MONUSCO dans notre pays? Un bilan négatif. Est-ce qu'on a oublié qu'il y avait des casques bleus qui commençaient même à trafiquer des tenues des FARDC? Est-ce qu'on a oublié que pour la traque de FDLR, la MONUSCO a créé des prétextes superflus pour ne pas s'y engager? Est-ce qu'on a oublié que la MONUSCO, même contre le M23, avait hésité au départ? C'est lorsque la MONUSCO a vu la détermination des FARDC qu'elle est venue en appui aux FARDC. Est-ce qu'on a oublié que pour rejoindre les FARDC, lorsqu'il fallait aussi évacuer les ADF Nalou, c'est quelques semaines ou quelques mois après que la MONUSCO est revenue? Je me pose des questions. Pourquoi donc, si
le Congo estime qu'il va se prendre en charge, bon, que la MONUSCO insiste pour restreindre. Les élections. Eh bien, en 2011, lorsqu'il y a eu Akabe Yakamanga, je ne prends qu'un exemple, où on a empêché d'autres candidats à battre campagne, où dans le Kasaï occidental, les religieuses ont été violentées et tout cela, mais la MONUSCO était là. Je crois que ce sont nos élections. Nous ne devons plus faire des reculades. Nous-mêmes, la classe politique... Une certaine opinion estime que si aujourd'hui la MONUSCO s'en va, les élections vont être truquées. Quelque part, elle est là, c'est un regard, un œil de la communauté internationale, pratiquement. Non, la communauté internationale a toujours la latitude d'envoyer des missions d'observation. Et en plus, pour éviter, parce qu'avec Steve Mbika, nous sommes très avancés, que tout le monde s'implique dans le processus. Après tout, ces élections ne sont pas des élections de la communauté internationale. Ce sont des élections congolaises. Si les opérateurs politiques, particulièrement nos compatriotes de l'opposition, s'impliquent dans le processus, il n'y aura pas de dérobade. Donc, quelque part, tout le monde va surveiller tout le monde et nous aurons des élections que nous souhaitons apaiser. Sur le plan sécuritaire, vous estimez que la MONUSCO a fini son travail, elle n'a plus rien à faire? Moi, je ne suis pas d'avis qu'on doit accabler la MONUSCO. Parce que la MONUSCO est venue ici sur notre invitation et nous a quand même aidé aussi, notamment pour démanteler le M23. Il y a eu quand même un apport, même si l'effectif, à mon avis, est trop exagéré. La MONUSCO, 20 000 personnes, c'est quand même trop. On les voit circuler à Kinshasa où il n'y a pas de problème. Et si nous voulons que la MONUSCO continue à être là, nous, l'opposition, c'est pour faire le monitoring des violations des droits de l'homme. Mais il y a des institutions, il y a des ONG, même internationales par rapport à ça, qui sont systématiques dans notre pays. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que l'opposition est malmenée. Vous voyez comment on a arrêté les gens de les activités de droits de l'homme. Les Sénégalais sont libérés. Ce qui est grave. Nous sommes contre un espèce de complexe face à l'Occident. Les gens arrêtés dans la même condition, pour les mêmes problèmes. On a dû libérer trop vite ceux qui avaient la peau blanche. Ils sont partis. Et après, les autres étrangers. Mais les Congolais eux, continuent à croupir dans des cachots. C'est qu'on peut dire... Quelque part, vous voulez une chose et son contraire. Si aujourd'hui vous estimez que si la MONUSCO reste, ça va vous aider, ça va vous sécuriser certains opposants, et aujourd'hui vous vous plaignez en même temps que ceux de la peau blanche aient été libérés parce qu'ils ont de la peau blanche, c'est toujours en même temps cette communauté internationale... MONUSCO, c'est pas la peau blanche. Quand nous parlons, nous, des ingérences, madame, c'est par rapport au droit international. Nous refusons une ingérence d'un pays pour un autre pays. Nous refusons, nous, que les chefs d'État africains soient convoqués comme le gouverneur par Obama aux États-Unis et qu'il leur parle sur son podium comme leur président. Nous refusons des choses comme ça. Mais comme on a invité la MONUSCO, nous sommes membres de la communauté internationale, c'est une ingérence voulue et demandée. Elle n'est pas très bonne, mais elle est tolérable. Ce que nous refusons, nous, c'est comme la déclaration faite par Herman Cohen quand il a reçu le représentant congolais. Il dit que les USA n'ont pas encore trouvé un dauphin à pistonner à la présidence en RDC. Et là, l'ANCPS a réagi, a mis Herman Cohen en garde. La RDC n'est pas une province des États-Unis. Et nous pensons que notre peuple doit sanctionner tous les politiciens qui veulent avoir le pouvoir de l'extérieur. Donc ils viennent. On revient sur la MONUSCO. Je peux finir sur la MONUSCO. Terminer. Oui, voilà. Cher Hubert Okende, aujourd'hui, Martin Kobler est d'avis qu'il faudrait quand même que le gouvernement se mette ensemble avec la MONUSCO pour voir comment, on va dire, procéder au désengagement militaire. Bon, est-ce que c'est un élément nouveau? Ça m'inquiète. C'était prévu qu'à telle période, il y aura fin de mandat de la MONUSCO. Aujourd'hui, on veut entraîner le Conseil de sécurité à renouveler et même à changer la nature de ce mandat-là. C'est cela le véritable problème. C'est cela le véritable problème. Si nous ne le discernons pas maintenant, demain, il y aura les mêmes prétextes. Donc, je me disais que nous devons vraiment aimer notre pays par rapport à des gens, des Sénégalais, ainsi de suite, ou de peau blanche et tout ça. Je voudrais juste donner une précision. Toujours sur la base du droit international, il y a le principe de l'extradition. Un État peut demander à un autre, lorsque ses citoyens sont arrêtés dans un autre État,
pour qu'on puisse les extrader. Et c'est selon ce principe-là que le président Macky Sall du Sénégal et l'autre du Burkina ont adressé la demande au président Joseph Kabila pour qu'il permette l'extradition. Mais même chez nous, il faut qu'il y ait la justice. Ceux qui sont arrêtés, ils ne doivent pas être arrêtés arbitrairement, ils doivent être jugés. Mais nous devons faire très attention lorsqu'on veut nous exporter ou importer chez nous la culture. On est en train de quitter encore le sujet, on va revenir vraiment sur le MONUSCO avec la proposition de Martin Kobler. Oui, en tout cas, Martin Kobler, merci madame de pouvoir recentrer le débat, c'est toujours nécessaire, c'est vous qui en avez la police. Martin Kobler doit se mettre au diapason des autorités congolaises. Un invité ne s'impose pas. Lorsqu'on lui dit, ben, écoutez, vous nous avez aidés, vous avez été utile, mais maintenant nous pensons que vous n'êtes plus utile, il n'a qu'à plier bagage et partir. Donc moi je crois, s'il y a un débat ou des discussions à engager avec le gouvernement, pourquoi pas? Très bien. Alors, on va prendre vraiment le mot de la fin, cette fois-ci, de cette émission. Steve Bikai. Alors, je veux dire que sur le plan du droit international, ce sont des gouvernements qui traitent des questions avec un sens unique. C'est vrai. Ce que nous émettons, nous, ce sont des avis et des propositions. Cela relève de l'autorité gouvernementale. Et je voudrais qu'on comprenne bien ce que c'est l'extradition. Ça, ce n'est pas l'extradition, c'est ce qui a été fait par rapport à ces gens de Sénégal et autres. Qu'est-ce que c'est l'extradition? C'est quand tu as commis une infraction dans ton pays, tu es à l'étranger, le pays te réclame pour que tu sois jugé dans ton pays. Ici, Macky Sall a demandé la libération de ses compatriotes qui sont libres là-bas. On n'a pas jugé là-bas. Ils ont été expulsés du territoire national et déclarés personne non grata. Donc ça, c'est connu. Ce n'est pas le débat. D'accord. Maintenant, vous voulez que je conclue? Non. Ils ont été expulsés simplement. Oui. Ils ont été tout simplement. Expulsés. Une façon de les libérer. C'est une façon peut-être de les libérer d'après vous, mais pour les Congolais, c'est un dernier mot. Un dernier mot. Le dernier mot est que nous, courant nationaliste de l'opposition, NCPS, nous voulons qu'on change de comportement dans la classe politique congolaise. Parce que chez nous, quand je dis voler, c'est pas bien, si tu as la manger, tu dois dire non, c'est bien. Il faut toujours dire le contraire de l'autre. On doit apprendre, dans toute chose, à mettre quelque part ce qui nous met ensemble et ce qui nous divise, et nous concerter entre les Congolais autour de ce qui nous divise, sans intervention étrangère. Et ça nous manque beaucoup. Et si on a ces comportements, nous pouvons résoudre seuls nos problèmes, sans toujours recourir à l'étranger. Et par rapport aux élections, j'invite les compatriotes du Congo et d'ailleurs, dès qu'on aura mis en place la structure qui doit suivre le toit des cotisations et des comptes, n'est-ce pas, qu'ils puissent contribuer par l'amour patriotique. $1 par mois, c'est rien du tout. Mais comme l'Union fait la force, nous aurons l'argent pour qu'on fasse un chef de l'État par les Congolais, pour les Congolais, et désigné au Congo, et pas des chefs d'État imposés. Beaucoup. On ne sait pas comment on boucle des chefs de l'État. Kabila père, Kabila fils, c'était en dehors du peuple. Maintenant, on veut que tout soit fait par notre population. Merci beaucoup, Steve Bikai. Je rappelle que vous êtes président du PT, le Parti travailliste, et vous êtes initiateur de la nouvelle classe politique et sociale élue de Tchangou. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cher Ruben Okende, vous allez vous aussi chuter? Je vais chuter d'abord en vous remerciant pour l'invitation. Et je crois que Version Croisée aura toujours été cette grande émission où nous faisons également de l'éducation civique. Par rapport aux problématiques qui ont été abordées, je ne vais plus les reprendre. Donc nous voudrions que le Congo aille de l'avant, aille vraiment de l'avant. Nous tous, nous devons être très regardants, opposition comme majorité, pour éviter de voies de fait, de gens qui viennent ici exporter la culture de la haine et de la destruction. Et exporter de chez eux. Steve Bikai, quand vous parlez, moi je vous écoute. Vous avez déjà ok. Exporter de chez eux une certaine culture de la destruction et de la méchanceté, de la haine. Nous devons être très regardants quant à ceux. Et par rapport à ceux que vous dites qui ont été expulsés, l'information que j'avais reçue, moi, est que notamment les Sénégalais, le président Macky Sall avait demandé à son homologue congolais de pouvoir les renvoyer là-bas et qu'ils seraient jugés
au niveau du Sénégal. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas du tout un problème, mais je crois que nous sommes arrimés dans un processus et il faut que ce processus démocratique puisse réussir et aboutir. Cherubin Okende, président du FCIR, le Front social des indépendants républicains, a été donc le deuxième invité de Version croisée ce soir, au cours duquel nous avons parlé du calendrier électoral réaliste ou pas. Nous avons également parlé de la loi de programmation, la mise en œuvre de la décentralisation, avec même le renvoi en congé des responsables des districts. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous servir. Version croisée est là pour vous tous les jeudis. À 21h30, la rediffusion intervient les samedis à 9h30, donc après le journal.